Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Grand News. À la une de ce vendredi soir, braquage du siècle en Suisse. Les 6 accusés condamnés à des peines de 7 à 20 ans de prison ferme. Après 5 jours de débat, les 6 malfaiteurs dont 3 sont encore en fuite. Ils ont été condamnés vendredi par la cour d'assises du Rhône pour le braquage d'un convoi de fonds de butin record commis en Suisse en 2017. Démantèlement d'une plateforme mondiale de pédopornographie. Un retraité mis en examen, interpellé mardi à Strasbourg. Le retraité de 64 ans est soupçonné d'avoir créé et animé la première plateforme du Darknet qui a été démantelée en matière de pédopornographie en France. À Avignon, le procès de l'agression du maire isérois renvoyé au 8 juin. Les 2 jeunes hommes sans antécédent judiciaire seront jugés le 8 juin prochain devant le tribunal correctionnel d'Avignon pour avoir agressé le maire de Péage de Roussillon et sa famille et proféré pour l'un d'eux des insultes raciales à l'égard de la fille de l'édile. Nous reviendrons très largement dans ce journal sur la venue de Gabriel Attal ce vendredi. En réponse à la colère des agriculteurs, le Premier ministre a fait aujourd'hui une série d'annonces, notamment la fin de la hausse du gasoil non routier, 10 mesures de simplification immédiate ou encore une aide d'urgence de 50 millions d'euros pour la filière bio. Le Premier ministre a également promis des sanctions contre 3 entreprises ne respectant pas les lois EGalim qui visent à protéger les revenus des agriculteurs. Après avoir dénoncé le discours culpabilisateur et critiqué ceux qui opposent la défense de nos agriculteurs et la défense de l'environnement, Gabriel Attal a notamment cité à une des principales demandes des manifestations l'annulation de la hausse pourtant agréée dans le budget 2024 de la taxe du gasoil non routier agricole qui devrait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Nous ferons largement le point dans ce journal des dernières nouvelles. Ce sera en fin de journal. Également dans cette édition, le crash d'un avion militaire russe. Vladimir Poutine estime flagrant que les Ukrainiens l'ont abattu. L'Ukraine, qui a demandé, je vous le rappelle, une enquête internationale, n'a ni confirmé ni démenti après avoir abattu l'avion. Et puis en fin de journal, les États-Unis détruisent un missile tiré depuis le Yémen vers le destroyer américain. Le missile se dirigeait vers l'endroit où se trouvait un destroyer de la classe Harlech-Burke dans le golfe d'Aden. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité ce soir. Mais tout de suite, donc 6 malfaiteurs dont 3 sont en fuite ont été condamnés vendredi à des peines allant de 7 jusqu'à 20 ans de prison ferme pour le braquage d'un convoi de fonds à butin record commis en Suisse en 2017. La cour d'assises du Rhône a sanctionné la peine la plus lourde à 20 ans de réclusion. Les 3 absents, des récidivistes au casier judiciaire extrêmement chargé. Les 3 qui se sont présentés à la justice ont respectivement été condamnés à 16, 12 et 17 et 7 ans de prison après 5 jours de débat. Un retraité de 64 ans a été mis en examen et incarcéré ce vendredi soupçonné d'avoir créé et animé une plateforme mondiale de pédocriminalité. Ce vendredi sur le Darknet qui a été démantelé, indiqué vendredi le parquet de Paris confirmant une information du Parisien. Il s'agirait de la première plateforme sur Internet qui a ainsi pu être démantelée en matière de pédopornographie en France, a précisé le parquet parisien. Cet homme interpellé mardi à Strasbourg par l'Office des mineurs a été mis en examen pour administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite des détentions d'images, de diffusion, enregistrement, fixation d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique et corruption de mineurs par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communication électronique dite grooming, a détaillé le parquet aujourd'hui. Et pour finir, il est également poursuivi pour agression sexuelle incestueuse sur des mineurs par un ascendant majeur. Il a donc été placé en détention provisoire pour l'instant.
Deux jeunes hommes seront jugés le 8 juin prochain devant le tribunal correctionnel d'Avignon pour avoir violemment agressé le maire de Péage-en-Roussillon en Isère et sa famille, proféré notamment des propos racistes pour l'un d'eux. Après 2 jours de garde à vue et un déferment, Simon et Hugues, âgés respectivement de seulement 18 et 21 ans, ont été interpellés à la barre ce vendredi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, soit au total 12 victimes se sont constituées partie civile dans ce dossier pour des faits de violence allant jusqu'à 10 jours d'incapacité totale de travail, qu'on appelle plus précisément les ITT, l'une d'entre elles ayant été frappée à l'aide d'une bouteille de bière. Les faits remontent au 21 décembre 2023 dans le centre-ville d'Avignon. Les prévenus sont accusés d'avoir frappé les parties civiles en sachant que l'un d'entre eux, porteur d'une cocarde tricolore au moment des faits, était bien sûr un élu de la République. Selon les enquêteurs, Hugo, donc le plus jeune, aurait par ailleurs invectivé la fille de ce maire pour ces termes. Tu es noir, tu n'es pas légitime en France, j'ai mal au cœur que ton père soit blanc et qu'il ait fait un enfant avec une femme noire. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré. Affaire à suivre. Et puis en réponse de la colère des agriculteurs, Gabriel Attal a fait ce vendredi une série d'annonces, notamment la fin de la hausse du gasoil non routier agricole, soit environ 10 mesures de simplification immédiate ou encore une aide d'urgence de 50 millions d'euros pour la filière de bio. Le Premier ministre a également promis des sanctions contre 3 entreprises ne respectant pas les lois Egalim qui visent à protéger les revenus des agriculteurs. On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout, a assuré le Premier ministre Gabriel Attal ce soir à Montastruc de Sally, c'est dans les Hauts-de-Garonne, alors que la colère monte d'un cran dans tout le pays maintenant. Le chef du gouvernement français annonce les premières mesures de l'exécutif pour répondre favorablement à la crise agricole. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, notre Premier ministre. Première mesure, aujourd'hui, quand quelqu'un veut déposer un recours contre un projet, par exemple une entreprise qui décide de s'étendre dans l'industrie ou autre, il y a un délai de 2 mois pour le faire. Pour les agriculteurs, sans que ça soit vraiment très explicable, c'est un délai de 4 mois. Pourquoi est-ce qu'on laisse 4 mois pour déposer un recours quand on veut étendre un bâtiment d'élevage ou quand on veut mettre en place une retenue collinaire, alors que le délai normal c'est 2 mois? Donc j'abroge ce délai exceptionnel de 4 mois et ça passera à 2 mois pour l'ensemble des agriculteurs et des éleveurs. Deuxième chose, il faut accélérer les procédures quand il y a des recours pour vous bloquer. Donc très concrètement, on va supprimer un échelon de juridiction pour arrêter les allers-retours devant le juge. On le fera pour l'eau, mais aussi pour le reste et pour les bâtiments d'élevage. Ça veut dire que ça ira beaucoup plus vite puisqu'on supprime dans la procédure un échelon de juridiction. Troisième chose, on va créer une présomption d'urgence pour que le juge se prononce en moins de 10 mois sur les recours. Aujourd'hui, si vous empilez tous les recours, ça peut être parfois 2 ans de recours qui retardent l'arrivée d'un projet. On mettra dans la loi une présomption d'urgence pour dire c'est 10 mois maximum. Vous pouvez multiplier tous les recours que vous voulez. Au bout de 10 mois, il faut que le projet puisse se faire. Quatrième mesure, on va simplifier drastiquement tout ce qui relève des curages. Aujourd'hui, il faut une autorisation. Ça peut prendre jusqu'à 9 mois d'attente. Dès la semaine prochaine, on sort un décret pour passer de l'autorisation à la déclaration. Et donc, ça passera de 9 mois à 2 mois pour porter les projets. Il faut aussi un changement majeur dans la manière dont l'administration travaille avec vous. Moi, je ne vais pas faire du bashing sur nos administrations. C'est quand même des femmes, des hommes aussi qui se lèvent tous les matins pour servir leur pays dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Mais je sais qu'il peut y avoir des tensions et qu'il faut passer d'une administration qui est perçue parfois comme tatillonne, trop tatillonne, à une administration qui vous aide et qui vous accompagne. Il faut refaire du préfet celui qui est capable de coordonner ce travail-là en confiance avec vous. Qu'il soit votre interlocuteur privilégié pour que vous puissiez lui dire quand ça va pas. Je sais qu'on parle beaucoup des contrôles de l'OFB. Bon, d'abord, il y a eu l'an dernier, je crois, autour de 3000, c'est ça Christophe, contrôle de l'OFB, il y a près de 400 000 agriculteurs. Donc, tout le monde n'en fait pas l'objet tous les ans, mais je sais qu'il y a un certain nombre de tensions autour de ça.
Je le dis, les agents de l'OFB, c'est aussi des femmes, des hommes qui s'engagent pour leur pays, parfois souvent dans des conditions difficiles, mais il faut qu'on arrive à faire baisser la pression dans ces contrôles. Donc désormais, l'OFB sera sous la tutelle du préfet, ce qui renforcera votre capacité à dire au préfet quand ça va pas, première chose. Deuxième chose, je veux qu'il y ait des réunions d'ici au Salon de l'Agriculture entre le gouvernement, l'OFB et les représentants des syndicats d'agriculteurs pour regarder les mesures qu'on peut prendre qui sont des mesures de bon sens pour faire baisser la pression. Est-ce qu'il faut vraiment venir armé quand on vient contrôler une haie? Ça met tout de suite quand même un peu de pression. Voilà, moi je veux qu'on mette tout ça sur la table et qu'avant le salon de l'agriculture, on prenne des décisions sur le sujet. Je prends par ailleurs un autre engagement, c'est le contrôle unique pour les exploitants. Ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir plus d'un passage pour un contrôle administratif sur l'exploitation, et ça c'est le préfet qui coordonnera un plan de contrôle pour l'organiser. C'est pas facile à mettre en place, mais on va mettre la responsabilité sur les préfets pour qu'ils puissent mettre en place un plan de contrôle. Pour ce qui est contrôle administratif, c'est une fois dans l'année, c'est pas à répétition. Voilà, et puis nous reviendrons tout à l'heure, à la fin de ce journal, sur une dernière information concernant bien sûr la colère des agriculteurs. Actualité à l'international à présent, le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce vendredi qu'il était flagrant que l'avion de transport militaire Il-76 qui s'est écrasé mercredi dans la zone frontalière avait été abattu par les forces ukrainiennes. Donc mercredi, un avion de transport s'est écrasé près du village russe à 45 km de la frontière avec l'Ukraine. Les autorités russes affirment pourtant que le crash a tué 74 personnes au total, et dont 65 prisonniers ukrainiens qui étaient transférés pourtant pour un échange avec Kiev. Les services de renseignement de l'armée ukrainienne savent que nous transportions 65 militaires ukrainiens compris. Ils ont été abattus par erreur ou volontairement, mais ils l'ont fait, affirmé donc Vladimir Poutine à des étudiants russes lors de son premier commentaire sur le crash. Dans tous les cas, c'est un crime, c'est ce qu'a ajouté Vladimir Poutine. Actualité à l'international toujours, puisque les États-Unis ont détruit vendredi un missile balistique tiré depuis les zones de Yémen contrôlées par les Houthis vers un navire militaire américain. L'agence de sécurité maritime britannique a rapporté que les deux missiles avaient explosé vendredi près d'un navire au large du sud de Yémen. La société de gestion de risques maritimes Ambré a également fait état d'une explosion dans la même zone, donc au sud du Yémen, à environ 1 mètre d'un pétrolier battant pavillon pénaméen a affilé sur l'Inde. Les forces américaines, parfois conjointement avec le Royaume-Uni, ont mené des séries de frappes visant les Houthis qui ont multiplié les dernières semaines des attaques, je vous le rappelle, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, disant soutenir ainsi les Palestiniens de Gaza, territoire bombardé et totalement assiégé par Israël, soit plus de 100 jours de guerre maintenant. Je reviens donc sur la colère des agriculteurs, puisque Alexandra, c'était une agricultrice de 35 ans, a perdu la vie sur un barrage de l'Ariège cette semaine. Alexandra et sa fille, donc de 12 ans, ont donc perdu la vie mercredi 23 janvier, renversés sur un barrage d'agriculteurs dans l'Ariège, à l'autoroute. Déterminée et passionnée, la jeune agricultrice de 35 ans était très appréciée par ses collègues. Je vous propose de regarder ce reportage par nos équipes de BFM. Elle s'appelait Alexandra, avait 35 ans et vivait au quotidien son métier d'agricultrice avec courage et détermination. Une profession dont elle était fière de défendre les valeurs, y compris lors de ce blocage sur la RN20. Alexandra est mortellement percutée par une voiture sur ce blocage de l'Ariège hier matin. En début de semaine, elle donnait d'ailleurs une interview à une radio locale pour exprimer sa colère. Je suis installée depuis 2016. Mon mari, mon mari c'est son exploitation familiale. Voilà, mais vraiment, oui, ça s'est empiré d'année en année, quoi. Je suis pas désespérée parce que j'aime mon métier, mais il y a un gros ras-le-bol, ouais. Ceux qui la côtoyaient régulièrement décrivent avant tout une femme déterminée. Elle se battait pour notre métier et pour qu'elle était fière de nourrir la France. Sa fille est grièvement blessée. Malgré son hospitalisation, elle succombe à ses blessures hier soir. J'ai été me recueillir
avec les agriculteurs ariégeois. J'avais prévu de leur rendre visite, mais pas une visite comme ça. J'avais prévu de rendre visite sur le barrage. Et là, j'ai été pour un moment de recueillement très triste. Beaucoup de gens sont venus me voir parce qu'ils m'ont entendu ce matin sur votre antenne et dire que je culpabilisais beaucoup. Ils m'ont dit, c'est pas ta faute, mais par contre, continue à te battre pour nous, pour elle, pour la famille. Et maintenant, on va continuer à se battre pour sa petite fille qui, de 12 ans, aurait aimé avoir un avenir dans l'agriculture. Le mari d'Alexandra a lui aussi été grièvement blessé dans cet accident. Une famille connue de tous dans leur village. Alors c'était une famille très connue dans le village, une famille de travailleurs, de gens très vaillants. 6 jours sur 7 que je passais, 6 jours sur 7 on les voyait au travail, on est dans les animaux, à la ferme, tout ça. Tous les clients que j'ai croisés ce matin, ils étaient tous bouleversés de cette situation et tout le monde se soutient. Voilà, c'est ce que j'ai vu ce matin aussi, beaucoup d'agriculteurs venir à la ferme pour aider parce qu'il faut savoir qu'ils ont des vaches, ils ont des terres. Et les vaches, chaque jour, il faut les faire manger. Et j'ai croisé plusieurs agriculteurs qui partaient ce matin aider à la ferme. On lève le camp. On lève le camp dans la dignité, dans le recueillement. Parce qu'on leur doit bien ça. On repart tous, drapeau en berne, pas un coup de klaxon, avec le cœur gros. Nous venons de vivre un drame inqualifiable, dans un moment de solidarité. On était tous réunis pour défendre une cause commune, une cause qui nous touche à cœur. Et là, on est frappé de plein fouet par un drame. Hier, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes et à leurs proches, évoquant un drame qui nous bouleverse tous. Les critiques se multiplient après une exécution inédite aux États-Unis, à l'Alabama. Un homme a été mis à mort par inhalation d'azote, un procédé particulièrement cruel selon l'Union européenne, de torture même pour les États-Unis. Kenneth Smith avait été condamné à la peine capitale pour le meurtre d'une femme il y a de ça 35 ans. Je propose de regarder le récit de Anne Broja, c'est pour France 24. Regardez. Les protestations de l'ONU et des experts internationaux n'y auront rien changé. L'État américain d'Alabama a exécuté le condamné Kenneth Eugene Smith par inhalation d'azote. Une méthode d'exécution autorisée dans 3 États américains, mais qui n'avait jamais été utilisée jusqu'à présent. L'homme est décédé 29 minutes après le début de l'exécution. Smith a retenu sa respiration aussi longtemps qu'il le pouvait. Nous pouvons aussi donner ces informations. Il a un peu lutté avec ses sangles. Il y a eu des mouvements involontaires et des respirations d'agonie. Tout cela était attendu, comme nous l'avions vu dans nos recherches sur l'hypoxie à l'azote. Donc, rien n'était hors de l'ordinaire. Mais le révérend Jeff Hood, soutien spirituel du condamné, dénonce une lente agonie. Je pense que tous ceux qui ont été témoins de cela savent que nous n'avons pas vu quelqu'un perdre connaissance en 2 ou 3 secondes. Nous n'avons pas vu quelqu'un perdre connaissance pendant 30 secondes. Ce que nous avons vu, ce sont des minutes entières pendant lesquelles quelqu'un luttait pour sa vie. Ce recours à l'inhalation d'azote suscite un torrent de critiques. L'ONU l'a assimilé à une forme de torture et demandait depuis plusieurs jours la suspension de l'exécution. Mais tous les recours avaient été rejetés, y compris mercredi par la Cour suprême. L'une de ses juges s'est toutefois vivement opposée à cette méthode. N'ayant pas réussi à tuer Smith lors de sa première tentative, l'Alabama l'a choisi comme cobaye pour tester une méthode d'exécution jamais tentée auparavant. Le monde regarde. En novembre 2022, Kenneth Eugene Smith avait subi une tentative d'exécution ratée. Les perfusions intraveineuses pour lui administrer la solution mortelle n'avaient pas pu être posées dans les délais légaux impartis, bien qu'il soit resté attaché plusieurs heures. L'homme était condamné à mort depuis 1996 pour un meurtre commis 8 ans plus tôt. Il avait été engagé comme tueur à gages par un mari pour tuer sa femme. Au total, 24 exécutions ont été réalisées l'année dernière aux États-Unis, toutes par injection létale.
Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations chaudes de ce soir. En réponse à la colère des agriculteurs, le Premier ministre Gabriel Attal a fait ce vendredi une série d'annonces, et notamment la fin de la hausse du gasoil non routier agricole, 10 mesures de simplification immédiate ou encore une aide d'urgence de 50 millions d'euros pour la filière bio. Je rajoute également qu'il a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout, a assuré le Premier ministre ce soir dans la Haute-Garonne. Alors que la colère monte toujours dans le pays, le chef du gouvernement a annoncé donc les premières mesures de l'exécutif pour y répondre au mieux à la crise agricole. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes. J'aurai un grand plaisir à vous retrouver demain à 13h et à 20h. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci.